Alors rebonjour mesdames et messieurs, merci de nous retrouver à nouveau avec quelques minutes de retard. Nous en sommes désolés, mais le soleil de Rabat et le thé à la menthe étaient irrésistibles. Alors nous reprenons avec une nouvelle table ronde au sujet du digital et de l'implication des équipes dans la transformation numérique avec des intervenants, et puis nous fonctionnons toujours en agilité puisque nous avons deux intervenants qui sont absents en raison du Covid malheureusement, donc nous leur souhaitons un bon rétablissement, Dr Pierre Simon et Madame Valérie Valin qui n'ont pas pu participer, mais nous aurons un enregistrement du Dr Pierre Simon que nous diffuserons tout à l'heure en réponse à notre question. Nous avons également la présence du Dr Samir Kaddar, président de C3M, qui est un invité surprise et qu'on aura la joie de retrouver tout à l'heure, ainsi que le professeur Ardouane Daoudi, qui est directeur général du centre hospitalier universitaire Mohamed VI d'Oujda. Docteur Saïd Chacher, bienvenue. Vous êtes un passionné du système d'information. Vous présidez la Société marocaine de télémédecine. Alors, quelle est votre vision déjà par rapport à l'implication des acteurs en établissement de santé dans cette transformation? Et dans un second temps, nous reviendrons sur votre casquette aussi en télémédecine. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à vous remercier de votre aimable invitation. C'est toujours un plaisir de me retrouver à côté de mes pairs, de mes enseignants. C'est toujours vraiment un plaisir pour moi. Alors pour répondre à votre question, effectivement, aujourd'hui, les acteurs de santé, de quelque nature qu'ils soient, médecins, infirmiers, agents administratifs, techniciens, informaticiens, sont plus que jamais attendus au tournant par rapport à la digitalisation. Alors, j'aimerais peut-être ouvrir un peu le bal en rappelant quelques petites choses. Aujourd'hui, un médecin qui prescrit par exemple un examen de scanner, une TDM, une IRM, c'est devenu tellement naturel et c'est devenu accepté, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand un médecin prescrit un scanner, eh bien, c'est devenu tout à fait naturel pour lui. Alors pourquoi je parle de ce côté-là? Parce que finalement, le scanner et l'IRM, ce sont des examens d'imagerie aujourd'hui qui font massivement appel à l'informatique. Par contre, ces mêmes personnes-là ne sont pas toujours très à l'aise avec l'outil informatique en soi. Ça veut dire qu'ils croient au potentiel de l'informatique tant que c'est fait par quelqu'un d'autre éventuellement, mais dès qu'il s'agit de manipuler eux-mêmes l'outil, on a des réticences. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Monsieur El Bahari tout à l'heure, on ne peut pas aujourd'hui demander à des gens de faire des choses qu'ils ne maîtrisent pas ou pour lesquelles ils ont une méconnaissance. La méconnaissance va induire automatiquement et ipso facto une certaine réticence. Et ça, on le sait, on le voit. Alors, je peux parler de l'expérience des hôpitaux où j'ai travaillé, notamment le CHU de Rabat, la Fondation Cheikh Khalifa. Eh bien, je pense que tous les systèmes d'information se valent. Aujourd'hui, hormis quelques développements un petit peu sauvages, entre guillemets, donc des petites choses développées par-ci, par-là, moi je parle des véritables systèmes d'information. Des systèmes d'information qui aujourd'hui répondent à des labels de qualité, à des normes d'interopérabilité et tout. On peut dire que la totalité des systèmes d'information se valent, donc ce sont des produits de qualité, etc. Mais en termes d'adhésion, c'est là où il y a le véritable problème pour répondre directement à votre question. Aujourd'hui, on ne peut pas faire en sorte qu'un système d'information fonctionne et qu'il donne vraiment à sa quintessence si derrière vous n'avez pas l'implication réelle et effective dans des acteurs de santé. Alors pourquoi? Je peux vous donner un exemple très simple de ma propre formation. Alors j'ai eu la chance d'être formé au niveau de la faculté de médecine publique de Rabat, donc c'est d'ailleurs toujours un plaisir pour moi d'être juste à côté, à quelques mètres, et je peux vous dire qu'en 7 ans d'études, si ce n'était ma curiosité, entre guillemets maladive, pour les nouvelles technologies, je n'aurais jamais cru qu'il y avait une spécialité qui s'appelle l'informatique médicale. J'aurais cru à tort qu'un hôpital, c'est uniquement un médecin, donc qu'il n'y a pas des gens derrière qui assurent l'approvisionnement, qui assurent les statistiques, qui assurent le financement. Et j'aurais pensé également à tort qu'on est capable de tout faire sans formation préalable. Ce qui veut dire que durant notre formation de médecine, on ne savait pas qu'il y avait d'autres métiers associés, et on ne savait pas non plus le rôle de l'informatique. Et donc, du coup, si je me retrouvais comme ça par magie dans un établissement de santé, je ne saurais pas qu'est-ce qu'il fallait faire derrière. Et donc, ça ouvre un petit peu le débat, tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, la formation est nécessaire, et l'information également. Vous savez, aujourd'hui, le fait d'avoir un système d'information, c'est devenu quelque chose de vital. Alors pourquoi? Aujourd'hui, c'est prouvé, un établissement de santé qui détient un système d'information, lui permet de réduire la mortalité et la morbidité jusqu'à 14%. Et ce n'est pas rien, ça veut dire sur 100 personnes, on arrive tout de même à sauver 14 de la mort ou d'une complication pour la simple raison que vous avez adopté un système d'information.
Donc c'est quelque chose de vital. Mais ça ne marche pas à tous les coups parce qu'il n'y a pas l'adhésion. Et pour obtenir l'adhésion, il faut former ces gens-là. Donc les principaux échecs que nous avons vus en termes d'adoption des systèmes d'information étaient dus tout simplement au fait qu'il n'y avait pas d'accompagnement et qu'il n'y avait pas non plus de participation à la prise de décision quant à l'outil que nous allons adopter, quant à l'accompagnement, etc. On s'attend à ce que les médecins, les infirmiers ou tout simplement tout le personnel de l'hôpital adhèrent comme par magie. Alors, donc automatiquement, vous allez avoir un rejet, vous allez avoir en plus une certaine méfiance de l'outil, et puis aussi, pour répondre également à votre question, il faut également que l'utilisateur puisse prendre conscience du rôle de ce système. Je vais vous donner un exemple très simple. Lors des premiers pics de la pandémie Covid, eh bien, comme n'importe quel hôpital qui prenait en charge ces patients-là, on avait aussi un rôle à remplir auprès des autorités, à savoir la notification des cas, ce qui est tout à fait logique. Alors, dans les registres que nous avions, eh bien, de temps en temps, on remarquait qu'il y avait des choses qui manquent. Une adresse qui manquait, un nom erroné, etc. Et bien sûr, ça posait des problèmes, parce qu'après, il fallait faire des enquêtes, il fallait quand même savoir et remonter à l'origine donc, de ces cas, etc. Et donc, vous ne pouvez pas faire de l'épidémiologie en bonne et due forme si vous n'avez pas toutes les informations. Et on s'est penché sur la question, pourquoi nos agents, par exemple, ou comme ceux de n'importe quel hôpital, se trompaient ou ne remplissaient pas tous les éléments? Parce qu'ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas quel était l'enjeu derrière. Eh bien, moi, je pars du principe que l'être humain est de bonne foi, d'autant plus que lorsqu'on a choisi de travailler dans un hôpital où l'abnégation est vraiment, j'allais dire, une valeur maîtresse, on ne peut pas ne pas faire certaines choses de mauvaise foi. On le fait parce qu'on ne sait pas. Quand vous demandez à un médecin de prescrire sur le système informatique et non pas sur le papier, s'il ne le fait pas, ce n'est pas parce qu'il ne le veut pas. C'est parce qu'il ne voit pas derrière l'intérêt ni l'apport potentiel. Mais quand il sait que derrière, il y a la possibilité de faire des statistiques, il y a la possibilité donc de faire de l'économie de santé, lorsqu'il sait que ça permet d'éviter donc des erreurs, lorsque ça permet d'éviter des erreurs d'identité-vigilance qui peuvent être préjudiciables aux patients, quand il sait que lui-même va être correctement rémunéré parce qu'il n'y aura pas d'erreur dans le calcul de ses honoraires, etc., automatiquement il va adhérer. Juste pour répondre également à votre question, quelques anecdotes croustillantes que j'aimerais partager avec vous. Lorsque nous avons mis en place le système d'information hospitalier au niveau de Cheikh Khalifa, tout le monde nous disait « Oui, ok, mais ça c'est très sympa, c'est très beau pour les nouvelles générations, mais les anciennes ne vont pas forcément adhérer. » Eh ben, à l'époque, je me rappelle très bien, la personne qui avait un taux de saisie à 100%, c'était la personne la plus âgée chez nous. Hein, c'était professeur Dioris, il est toujours parmi nous, donc c'est une salutation que je lui adresse. Et puis en même temps, il y avait également... Voilà. Ah, d'accord. Bon. Voilà, en tout cas, c'est un hommage que je lui rends aujourd'hui. Et puis, en même temps, le service où ça marche également le mieux, c'était le service des urgences où, invraisemblablement, on avait le moins de temps. Et donc, ce qui veut dire que finalement, l'adhésion au système d'information ou à l'informatique de manière générale par les professionnels de santé, c'est une question de volonté. Mais bien sûr, il faut aussi manager le changement, notamment par l'accompagnement donc au changement, notamment par la formation. Et aussi, une chose qui est très importante, c'est l'implication effective ne peut être gagnée qu'au prix, effectivement, donc d'une formation de base. Il va falloir former ces gens-là. Nous, au sein de notre université, à l'Université Mohamed VI Sciences de la Santé, on enseigne l'informatique médicale en première année, au niveau de tous les cursus, que ce soit les cursus de médecine, que ce soit les cursus de sciences infirmières, de la pharmacie, du dentaire. Pourquoi? Parce que nous sommes sûrs que ces personnes que nous formons aujourd'hui, demain, quand ils auront leur diplôme et qu'ils vont exercer au sein d'un hôpital, ils ne vont plus trouver devant eux les fameux papiers, stylos, etc. Ça, c'est révolu. Et puis, aujourd'hui, on est tous conscients du fait qu'on ne peut plus faire de la qualité ni de l'efficience avec les moyens ancestraux. Hein. Je me permets de les appeler comme ça parce qu'aujourd'hui, il faut dire que le papier et le stylo sont révolus, il faut passer au système d'information. Donc voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Alors, comme nous avons donc deux excellents intervenants et donc on a un petit peu de temps, peut-être qu'on peut se permettre aussi d'interagir en même temps. Absolument, voilà. Et puis nous avons deux intervenants, en ligne aussi. Très bien sûr. Donc peut-être simplement pour être dans la continuité de ce que vous dites, puisque vous dites effectivement que il est important de passer de l'autre côté finalement, à condition évidemment que le système de service de maintenance suive, évidemment. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, évidemment, vous avez évoqué le contexte, hein, donc la crise sanitaire, qui est un accélérateur à l'échelle internationale, évidemment, hein, sur l'ensemble des solutions numériques. Et puis c'est intéressant que ce soit un médecin aussi qui ordonne toutes les vertus. Est-ce que vous pensez, mais ça peut-être vous pourrez garder cette question pour plus tard, mais peut-on aller encore plus loin finalement dans cette acculturation
compte tenu des enjeux qui ont été précisés sur la première table ronde ce matin, pour lesquels évidemment le système d'information devient, en tous les cas, presque effectivement un élément très stratégique. Voilà. Mais bon, vous avez peut-être la possibilité de soit d'y répondre tout de suite ou soit d'y répondre, voilà. Mais ça peut être intéressant de faire le lien. Tout à fait. À vous de voir. Je vous remercie vraiment de cette question. Je peux commencer peut-être par un élément de réponse. En Suisse, par exemple, le système d'information et les dossiers patients informatisés est une obligation. Il est obligatoire. On ne peut pas avoir une structure de santé où il n'y a pas un système d'information. Alors, au Maroc, on n'y est pas encore, mais pour répondre à votre question, on peut faire la chose autrement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans un système de santé efficient si on n'a pas la donnée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout simplement piloter ce qu'on ignore. C'est comme prendre sa voiture le matin et sans savoir s'il y a du plein ou pas. Donc, aujourd'hui, un hôpital, ça se pilote au même titre que n'importe quelle autre entreprise, bien entendu, grâce à justement ces tableaux de bord. Et ces tableaux de bord ne peuvent émaner que d'un système d'information qui va nous permettre aujourd'hui de connaître notre capacité litière, de connaître un peu nos dépenses, de connaître également nos profits, nos bénéfices, etc. Et surtout, et ça c'est un point en fait qui a souvent été malheureusement négligé au Maroc, c'est que la plupart des hôpitaux et des établissements de santé dans le temps se sont focalisés sur le versant financier. On a informatisé les processus d'admission et de facturation au détriment donc des aspects métiers qui sont le dossier médical. Alors, donc pour répondre à votre question, effectivement aujourd'hui c'est obligatoire. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir un système, un établissement de santé qui n'est pas informatisé, qui n'est pas piloté par l'informatique, et je pense qu'on n'a plus le choix. Alors comment faire en sorte que ça devienne une obligation? Alors, je suis co-auteur du livre blanc sur la e-santé, qui a été publié dernièrement. Donc, on a eu la chance et le privilège de le présenter devant un parterre d'éminence, et notamment des membres du gouvernement. Et l'une des choses qui sont revenues dans ce livre blanc, c'était surtout le fait de dire que la donnée qui est aujourd'hui créée au sein de chaque structure, elle est perdue. Et pour réutiliser un terme de mon maître donc en France, Marie Chesky, il disait il ne faut pas que les systèmes d'information deviennent des cimetières de données. Il ne faut pas que la donnée meure dans un système d'information. Il faut qu'au contraire, elle soit partagée, il faut qu'elle soit véhiculée d'un établissement à l'autre. Pourquoi? Pour qu'on puisse la valoriser. Et c'est ce qui nous manque, je pense, au pays, c'est que la donnée médicale n'est pas forcément valorisée. Or, aujourd'hui, je ne vous apprends rien. Quand on voit les GAFAM, Google aujourd'hui, qui a une capitalisation boursière qui peut-être dépasse le PIB de plusieurs pays, ne vendent pas de voitures, ni de t-shirts, ni ne fabriquent rien. Ils vendent de la donnée, enfin ils traitent de la donnée. Sa richesse est basée sur la donnée. Aujourd'hui, on est dans un système de valorisation de la data. Et donc, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, alors effectivement, aujourd'hui, il faut absolument que nous prenions conscience du rôle de la data. Cette prise de conscience donc, induira inéluctablement l'adoption des systèmes d'information. Et puis après, on passera justement à la recommandation du livre blanc sur la e-santé qui a été de mettre en place un DMP. Alors c'est quoi ce fameux DMP? C'est de se dire, voilà, vous êtes souverain, vous gardez votre système d'information au sein de votre cabinet, de votre clinique, de votre établissement de santé, mais vous déversez obligatoirement donc tout ce qui est commun dans un réceptacle national, donc qui est accessible par tous les établissements de soins. Pourquoi? Dans le cadre de la continuité de la prise en charge. Et ça rejoint un petit peu votre question, parce qu'on ne peut faire ça qu'à condition qu'il y ait une réglementation qui suive. Si demain le DMP devient obligatoire, les acteurs de la santé ne peuvent que suivre, au grand bénéfice de notre système de santé, et bien sûr, qui dit données, dit après également tout ce qui est en rapport avec l'économie de la santé. Parfait. Excellente réponse, Merci beaucoup. Et de Casa Rabat, passons à Oujda, de l'autre côté de l'écran, avec le professeur Daoudi. Bonjour professeur, merci de votre disponibilité et bonjour de madame, bonjour tout le monde. Nous allons bientôt vous avoir sur écran. Vous m'écoutez? Vous arrivez à m'entendre? Alors professeur Daoudi est directeur. Vous arrivez à m'entendre? Vous arrivez à m'entendre? Super, on vous entend. Bonjour professeur. Très bien. Bonjour madame, bonjour tout le monde. Tout d'abord, donc, je tiens à vous remercier de m'avoir associé, invité à cet événement qui parle de la on va dire de la santé au niveau du monde, de notre pays, puis à proposer des solutions et un échange d'expériences pour nous. Allô? Oui? Donc pour partager nos expériences communément. En fait, on m'avait demandé de faire une intervention sur comment faire adhérer et comment emmener les troupes, si on peut dire, pour réussir un système d'information hospitalier,
pour moi, donc je ferai peut-être un témoignage sur notre expérience au niveau du centre hospitalier universitaire Mohamed VI d'Oujda, donc qui a été inauguré par Sa Majesté en 2013. Donc, je rappellerai que le CHU d'Oujda est un hôpital de 650 lits, fait donc c'est un investissement qui a coûté 1,2 milliard de dirhams, et puis qu'il est composé de quatre hôpitaux, hein. 2 hôpitaux anciens, l'hôpital d'oncologie, le centre d'oncologie Hassan II, l'hôpital psychiatrique, et puis le nouveau bâtiment qui comporte l'hôpital des spécialités et l'hôpital mère-enfant. Donc le grand défi, c'était de réussir le démarrage avec un système d'information. Et d'ailleurs, le grand débat était dans le temps, c'était de convaincre qu'il faut démarrer avec ce système d'information, hein, qu'il ne faut pas le laisser à la suite parce que tous les intervenants, peut-être qu'ils auront du mal à l'utiliser, à se l'approprier. Et donc, il fallait mettre tout le monde devant le fait accompli et démarrer. Donc, on avait dans le temps, donc on avait été inauguré en juillet 2014, mais le défi c'était au moment du démarrage que le système soit déjà opérationnel, hein, paramétré, utilisé par une partie de notre personnel. Et nous avons opté dans un premier temps à l'utiliser sur un petit hôpital, hein. Il faut toujours, bien sûr, on avait fait notre stratégie, bien sûr, les délais, l'étude des risques, le programme et la planification de la formation. Mais comment mettre tout ça sur le terrain et surtout comment démarrer sur un hôpital public avec un système d'information hospitalier, hein. J'ouvre la grande parenthèse, c'est que actuellement, quel que soit le type d'hôpital qu'on gère, l'hôpital est un établissement, c'est l'entreprise la plus complexe du monde, comme l'a dit Mintzberg, et par conséquent, il faut faire adhérer tout le monde, il faut s'approprier cet outil, et donc un grand travail de communication devrait être fait. Donc on avait commencé par un hôpital qui avait 45 lits, hein, donc c'est un hôpital mais c'est un hôpital qui fonctionnait avant et pour lequel on avait toutes les difficultés à faire. Pourquoi? Parce qu'il avait du personnel qui était ancien. C'est vrai qu'il utilisait une application qu'ils appelaient le système d'information. Et le défi, c'était de l'emmener à adhérer à ce système, hein. Donc, à ce système, on avait fait une formation, on avait fait toute une stratégie. Et l'idée, c'est que on était contraint à des difficultés. La première difficulté, c'est que, comme je l'ai dit, c'est une entreprise un petit peu complexe, l'hôpital, et par conséquent, il n'y a pas qu'une seule catégorie d'intervenants, il n'y a pas que les médecins, il n'y a pas que les infirmiers, il n'y a pas que le personnel technique. Et tout ce monde, il doit travailler en coordination, utiliser le même système pour échanger sur les informations en temps réel, bien sûr, et pour permettre de collecter des informations qui aideront le top management à prendre les décisions nécessaires pour bien gérer donc le CHU. Et parmi les difficultés, c'était peut-être les installations techniques parce qu'on était sur un hôpital quand même qui était ancien. Donc, on avait prévu tout d'abord, pour être très simpliste, un système d'information pour marcher, il faudrait améliorer les conditions de travail du personnel, hein, parce que si jamais le réseau n'est pas là, si jamais, bien sûr, le système n'arrive pas à suivre, il y aura toutes les difficultés à ce que les gens adhèrent. Et donc, on avait mis à niveau le système tout le réseau informatique et tout, et puis par la suite, avec l'utilisation avec l'utilisation donc du système, on avait commencé par un système d'information. Donc on avait fait un appel d'offres public. On avait deux vrais systèmes d'information publique. Donc le moins 10 ans, donc on nous l'avions pris et il était composé de 14 modules. Pour être très simple également, il faut toujours commencer par des batailles gagnantes. Donc, on avait travaillé dans un premier temps à faire réussir tout ce qui est administratif, donc circuit administration, gestion de l'hospitalisation, de la facturation, la pharmacie, bien sûr, on l'avait introduite d'emblée parce que
il fallait créer une coordination entre les services et la pharmacie, non plus via des papiers et tout, mais à travers un système, mais à travers donc des commandes informatisées et tout. Et on avait inclus également le laboratoire. Pourquoi? Parce que je pense que devant tout projet qu'on veut réaliser sur un hôpital, il faut toujours choisir choisir, on va dire, des chevaux gagnants, du personnel motivé, des responsables de service qui tirent ce système vers l'avant, qui tirent avec eux toute leur équipe. Voilà. Et par conséquent, le délai que nous avions et que tout le monde avait en tête, c'était l'inauguration, parce qu'il fallait démarrer l'hôpital juste après l'inauguration. Cet hôpital qui démarrait avant. Et par conséquent, on a été dans les délais et le personnel. Alors, concernant le personnel, il faut savoir que l'expérience du CHU d'Oujda était assez particulière parce que on avait recruté je dis toujours que c'est un petit peu différent par rapport aux autres CHU, notamment ceux qui nous ont précédés, les plus jeunes, qui sont celui de Fès et de Marrakech, et à qui je salue parce qu'ils avaient participé, on avait travaillé au benchmarking avec eux pour réussir notre système d'information. Et l'idée, c'était avec ce système bien sûr de profiter des défauts qui étaient avant et puis de le paramétrer, parce qu'il faut savoir que la plupart des systèmes d'information disponibles actuellement sont plus paramétrés sont plus des systèmes d'information étrangers que marocains. Et donc, parfois, sur le paramétrage, la réglementation n'est pas la même. Et donc, on peut avoir parfois des difficultés à travailler des systèmes, même s'ils sont bien. Je reprends ce qu'avait dit mon prédécesseur, comme quoi les systèmes d'information, généralement, ils se valent, hein, mais généralement, il faut choisir le plus simple pour faire avancer les choses. Donc, on avait travaillé sur cette partie administrative pour adhérer au service et puis on a surtout fait comprendre à des services que l'intérêt d'utiliser ce système. Bien sûr, il faudrait qu'il nous simplifie la vie, qu'il nous résolve beaucoup de problèmes, mais dans un premier temps, qu'il fallait s'investir pour se l'approprier et l'acquérir. Et sur ça, donc, on avait même parlé d'allocation, bien sûr, d'allocation de budget. Et puis, je leur avais dit que actuellement, dans le monde que nous vivons, on ne peut pas gérer une structure hospitalière en bonne uniforme sans système d'information. Hein, il faut qu'on ait l'information au temps opportun pour qu'on puisse prendre la décision sur le moment et surtout pour anticiper sur tout ce que nous devons avoir par la suite, sur la gestion des patients, la gestion des budgets, la gestion du médicament surtout pour les services hospitaliers. Et donc, c'était ça. Et nous avons donc, comme conduite de changement, opté pour, on va dire, les deux options qu'on utilise notamment dans ce genre de situation. La première, c'est que on avait défini avec l'utilisation de ces systèmes donc trois catégories de personnes, trois catégories de services plutôt, hein, des services, on va dire les bons élèves, les moyens et les résistants. Et Dieu merci, nous avons eu que quelques services résistants au début parce que je pense qu'ils ne comprenaient pas très bien à quoi ils s'attendaient, à quoi ce qu'ils devaient faire. Et donc, on a utilisé la technique de la tenaille, c'est-à-dire qu'il avait des services qui étaient moyens ou on va dire en retrait, pour les mettre entre deux services qui avaient bien appliqué le système et qui ne pouvaient plus fonctionner sans ce système d'information. Et puis, dans certains services, on a utilisé la technique de la locomotive, surtout dans des services qui partageaient la même spécialité, pour lesquels donc le bon élève tirait avec lui celui qui restait en retrait. Et ça se faisait bien sûr, on va dire, dans un contexte de réunion formelle, mais c'est surtout de réunion informelle autour d'une sorte de team building, autour de tasses de café, de petites réunions conviviales, souvent sur le terrain plus que dans les bureaux. Et je pense que, pour conclure, c'est que le meilleur élément pour réussir un système d'information, c'est l'humain. Et je pense que le top management ne doit pas être dans son bureau à gérer des équipes sur le terrain, mais il doit descendre, encourager ceux qui réussissent, mais surtout motiver ceux qui sont en retrait ou bien qui présentent certaines résistances. Voilà, je pense que je suis dans mes
mais 10 minutes là qui m'ont été allouées. Et voilà. La connexion est... Merci, professeur, pour ce témoignage, pour ce voyage aussi vers Oujda, vers cet hôpital de référence. Nous reviendrons vers vous. Restez connectés parce qu'il y aura pas mal de questions de notre part et de la part de l'assistance. Revenons à Rabat, vers l'hôpital militaire, on peut dire ça. Docteur Mouaïn, vous êtes très impliqué dans la transformation digitale au sein de l'hôpital militaire des instructions Mohamed V de Rabat. Merci, cher ami. Je tiens à vous remercier pour l'invitation. Santé. Alors, avant de partager notre expérience de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat, je souligne l'importance de la transformation informatique et digitale dans notre contexte parce que c'est l'avenir, c'est primordial et c'est très important dans notre évolution en matière de la santé. Pourquoi? Parce que c'est un moyen qui va nous faciliter l'accès aux soins, qui va faciliter la relation médecin-malade. Et ça, c'est notre objectif principal, c'est de faciliter la tâche aux patients pour bénéficier des meilleurs soins sans trop se fatiguer et venir à chaque fois à l'hôpital. Donc l'informatique, elle va être très bénéfique pour la relation et simplifier les choses aux patients. Alors le patient, c'est ce qu'on appelle actuellement la tendance, la santé connectée. Et qui dit santé connectée, dit moyen technologique qui doit être à notre disponibilité, dit formation du patient et formation du personnel soignant. Alors pour que le personnel soignant adhère à ce nouveau système, il doit être motivé, il doit être impliqué et responsabilisé. Donc ça, c'est très important pour qu'on puisse évoluer. Le patient aussi, il faut le former en matière de ces nouveaux moyens technologiques et bien sûr trouver des aspects, notamment des plateformes, des moyens technologiques qui puissent améliorer ce contact. Alors, pour notre expérience au sein de l'hôpital militaire Mohamed V, nous travaillons sur l'informatique médicale, comme a souligné le professeur Daoudi et notre collègue Chaj. L'informatique médicale, elle est primordiale parce que c'est un moyen qui va permettre de réunir l'ensemble des services en un seul système et de permettre une collaboration entre les différentes structures. Comme a souligné le professeur Daoudi, donc l'informatique médicale, c'est le laboratoire, c'est la pharmacie, c'est les services, notamment le service des urgences, les services hospitaliers, chirurgie, médecine. Alors, ça permet de faciliter la tâche et d'éviter le papier. Donc, éviter les dossiers médicaux qui vont être dans les archives et qui vont être oubliés un jour et qui vont être inaccessibles un jour. Mais l'informatisation, elle va permettre de classer ces dossiers et d'avoir un bon archivage et avoir un historique des patients. Et à chaque fois qu'il vient pour les soins de santé, il suffit donc de sortir son historique et on a l'information nécessaire sur sa maladie, sur son évolution et sur les soins qui ont été faits pour ce patient. Aussi bien pour le laboratoire, par exemple nous en cardiologie, on a besoin de bilans rapides en urgence et le système informatique nous facilite la tâche. Donc on envoie le prélèvement, dans 15 à 20 minutes maximum, on a le résultat. Il suffit d'aller sur la plateforme, par exemple on a le DXCare, et on a l'information et on a le résultat sur place. Donc ça nous facilite la tâche. Les médicaments aussi, on a des patients qui sont admis dans notre formation, alors on n'a qu'à aller sur le système réseau et demander à nos pharmaciens de nous envoyer les médicaments nécessaires. Donc c'est ça l'intérêt de l'informatique médicale qui a pris de l'ampleur dans notre structure et qui marche très bien. Et l'ensemble du personnel médical et paramédical adhère, donc c'est une très bonne chose. Et voilà, donc ça c'est d'un côté. D'un autre, on est sur le projet pilote de télémédecine. C'est un projet 2020-2025, donc sur tous les CHU, plutôt les centres hospitaliers militaires, Rabat, Marrakech, Meknes. Et on a des manettes qui sont installées dans des hôpitaux militaires à distance. Par exemple, on a la région de Tedla, de Ouarzazate et de Ben Guerir, dans laquelle il y a des manettes et le médecin généraliste, il va prendre en charge le patient et nous, on se connecte de l'hôpital avec le patient
sur des plateformes qu'on a dans le système informatique qui supervise cette télémédecine. Et on a les consultations hebdomadaires de cardiologie, de néphrologie, d'endocrino, donc toutes les spécialités elles sont impliquées. Notre collègue généraliste au niveau de sa structure, par exemple à Ben Guerir, il voit le patient, il nous élabore le dossier médical. Grâce à la manette, il peut faire l'auscultation, il peut faire l'électrocardiogramme, il peut faire l'échocardiographie, l'échographie abdominale. Il y a même un fond d'œil, il y a un dermatoscope. Donc, toutes les spécialités sont impliquées et donc, il va nous élaborer, nous envoyer l'information médicale et nous, on va prendre la décision pour le traitement et la prise en charge. Ça, c'est innovant, c'est important. Ça facilite aux patients de faire un parcours de 500 km pour venir à Rabat, alors qu'on peut lui assurer les soins nécessaires à distance. Et ça, c'est très important. Nous, on est actuellement sur ce projet depuis plus d'1 an et demi, depuis la pandémie Covid. Et vraiment, c'est très, très bénéfique. Ça a facilité la tâche pour nos patients. Ça évite la congestion de l'hôpital. Donc, et ça facilite l'accès aux soins aux patients à distance. Ça d'une part. Donc, d'autre part, il y a d'autres éléments très importants dans notre pratique. À partir de la pandémie Covid-19, les patients ne peuvent pas venir, surtout dans notre spécialité, dans la réadaptation cardiaque, parce que c'est une prise en charge qui se fait après un événement cardiaque, qui permet aux patients de reprendre ses capacités fonctionnelles et cardio-respiratoires. D'ailleurs, on est le seul service actuellement national. Et on a travaillé sur la télé-réadaptation. Donc la télé-réadaptation, c'est aussi nouveau et innovant, parce que le patient peut faire un programme à distance, à domicile. Et nous, on va être connectés à travers des objets connectés, notamment des plateformes accessibles aux soignants et aux patients, dans laquelle on peut avoir des informations, notamment sur ses capacités physiques, sa fréquence cardiaque, sa tension artérielle, son poids. Par exemple, les patients insuffisants cardiaques, c'est beaucoup plus le télésuivi et l'éducation thérapeutique à distance à travers ces applications. Ça facilite aux patients l'accès aux soins, ça permet un suivi régulier et continu, et bien sûr une amélioration de la prise en charge. Donc ça, c'est aussi important dans la santé. Et donc, comme j'ai dit, la santé connectée, c'est la tendance, c'est l'actualité et c'est l'avenir. Et il faut y travailler. Voilà, merci. Bravo, merci beaucoup pour, pour cette présentation extrêmement innovante et puis avec véritablement des technologies qui sont installées, qui se développent et qui sont opérantes et semble-t-il qui permettent une acculturation à la fois des professionnels de santé mais aussi des patients. Puisque visiblement, donc l'appropriation de ces différents instruments constitue finalement une véritable valeur ajoutée, mais dans le sens de l'amélioration réelle et effective, malgré le contexte. Avec une belle coordination nationale, surtout, et c'est ça aussi la force du réseau des hôpitaux militaires. Alors, du national, passons à l'international, avec un invité surprise qui n'était pas prévu, donc je te fais la surprise, cher Jean-Luc. Avec plaisir. Avec Samir Kadar, président d'un réseau des compétences marocaines médicales du monde, et qui est en direct depuis Bruxelles, qui est extrêmement impliqué également en tant que médecin. Donc, il est spécialiste en médecine interne et bariatrique et développe des programmes de partenariat avec le Maroc et les Marocains du monde. Est-ce que vous nous entendez, Samir? 5 sur 5. Merci, Laila Nada, chère amie. Madame la Présidente, mais vraiment, je me réjouis parce que de cette excellence de ce congrès. C'est juste une opportunité, c'est un honneur renouvelé de faire partie de votre auditoire. Je me présente, en fait, je suis docteur Samir Kadar. Je suis anesthésiste réanimateur, non pas interniste, mais je gère et est propriétaire d'une clinique spécialisée en gastroentérologie et en médecine de l'obésité à Bruxelles. Je sors de l'ULB et de Sciences Po Paris, gestion politique santé. Je suis en même temps, j'ai l'honneur de présider le réseau international C3M. C'est un réseau, c'est une organisation
qui est dédié aux compétences médicales et compétences de santé donc, de par le monde, créé maintenant un peu plus de 10 ans, et on a à notre actif plusieurs projets et plusieurs manifestations scientifiques et médicales en termes de les 3 axes là où on est actif, notamment l'axe des soins de santé, l'axe de la recherche scientifique et ainsi que l'enseignement et la formation continue. Voilà, donc on travaille en collaboration étroite avec les autorités sanitaires et les autorités de l'enseignement au sein de du gouvernement marocain. On a eu plusieurs interventions au sein du pays, même à l'étranger. La dernière, ou l'avant-dernière plutôt, c'était pendant la période du Covid. Et pour rester dans le même parfum, je dirais gestion de système d'information, on a eu le privilège d'être les premiers. Élaborer, à mettre en œuvre et créer une plateforme numérique qui est dédiée à nos ressortissants marocains qui étaient bloqués à l'étranger pendant la période Covid. Donc cette plateforme de santé qui était une indication majeure donc, à l'époque où tout le monde était, les Marocains qui étaient à l'étranger étaient bloqués par mesures administratives et mesures sanitaires. Là, on a sorti une plateforme numérique où il y avait 19 de nos experts de par le monde, soit des Canadiens, des Européens, des Marocains du Maroc. On a créé cette plateforme qui assurait 24/24 les conseils médicaux et scientifiques, et on a eu presque un millier d'appels et d'interventions donc lors de cette période-là. On revient de Fès avec une manifestation vraiment scientifique pendant une semaine. On a dû, c'était pas un congrès, c'était pas un meeting ordinaire, mais c'était un think tank où on a, avec une vingtaine d'experts, on a pu faire émerger une centaine de projets de collaboration entre C3M et l'Université Sidi Mohamed Al-Fadla, et on est vraiment très très heureux. Le système d'information, donc pour l'instant, ça ne doit pas être une exception. La gestion du système d'information donc en termes de santé, ça doit être une exception au CHU Oujda ou bien CHU Cheikh Khalifa. Ça doit être comme le Maroc, notre pays, est en train de bouger, c'est un pays qui bouge, c'est un pays qui est en mouvement. On voit ça dans différents domaines. Le système de santé ne doit pas être en reste, et un dossier médical papier, je me permets de le dire, c'est le reflet, c'est l'image d'un système de santé rigide. Il faudrait qu'on aille vers une digitalisation, vers un système numérique au fur et à mesure, avec une coordination centrale, une gestion aussi au niveau régional qui pourrait simplifier donc cette fluidité de système. Ce que je voulais dire, si je peux me permettre de partager avec vous l'écran, donc je peux éventuellement vous montrer une application. Je ne sais pas si j'ai la main, là. C'est bon, docteur Samir, vous pouvez partager votre écran, vous avez eu la main. Là, vous avez le réseau C3M avec sa page du site web, donc qui montre le nombre d'abonnés. En fait, c'est plus que 500. Donc, il n'y avait pas une mise à jour récente. Il y avait la plateforme numérique MEDED Covid, c'était simple. Où le patient ou bien le Marocain résident à l'étranger ou bloqué à l'étranger, donc il mettait son message, etc. Puis il l'envoie, nous on le réceptionne et on prend contact avec lui via un numéro de téléphone. Je voulais vous montrer, donc en plus de cela, donc, et là j'invite tout le monde à s'inscrire sur C3M, c'est facile, c'est simple, et on est partenaire au changement sanitaire qui va se faire. Je ne vous entends pas. Vous nous entendez parce que le partage d'écran ne fonctionne pas. Donc, essayez de réactiver, si c'est possible, l'autorisation qui vient de vous être faite. Voilà, donc vous pouvez partager votre écran et on va vous dire si c'est OK, juste avant que vous puissiez poursuivre votre intervention, passionnante par ailleurs. Voilà, on attend.
Super, oui, Là, c'est en train de se faire, allez-y, hein, continuez. Et bien, on va vous dire, dès que c'est... Vous avez le partage écran, vous avez l'autorisation. Maintenant, vous pouvez activer votre support. Voilà. top. Voilà, c'est en train de se faire. Voilà, donc là vous pouvez reprendre la parole. On vous écoute. Allez-y. C'est le réseau C3LM. Je commence déjà par cette introduction. Il n'y a pas 375, mais plus que 500 membres. Il y a des profs, des universitaires, des chercheurs, un petit peu plus de genre. L'inscription est facile, hein, donc ici, sur un niveau 1. MEDEL Covid-19 laisse la plateforme numérique, tout en respectant le GDPR, tout, donc le patient ou ou l'éventuel patient, il remplit, c'est simple, il remplit trois caisses, puis après il envoie le mail, on prend en contact avec lui, soit par mail, soit si c'est important, c'est par téléphone. Voilà, donc pour ne pas trop monopoliser la parole, donc je passe à une application qui est en création, donc c'est visiteme.doctor. Donc c'est donc je reviens ici. C'est une application qui est de télésanté. Ça permet de se mettre en contact avec voilà, je mets Belgium, il y a même le Maroc, et donc on peut développer même plusieurs pays. Donc Belgium, on a reçu l'autorisation récemment. Donc cette application, on l'a créée avec les ingénieurs luxembourgeois et toute une plateforme d'ingénieurs belges et marocains. Et, avec une supervision médicale, bien entendu. Elle permet d'avoir un certain contact avec le patient, soit on est patient, soit on est médecin, et en toute confidentialité, respect de la confidentialité. Et comme elle est liée donc, au système e-health donc fédéral belge, on peut même donner des ordonnances ou bien des prescriptions ou bien consulter un bilan qui est déjà qui a été déjà fait donc dans d'autres endroits ou dans d'autres afin d'éviter le shopping médical comme vous savez ou afin d'avoir une décision thérapeutique plus appropriée. Je vous montre une autre application, celle-là, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, et elle est spécifique à la clinique DDG. Donc, c'est un dossier médical informatisé. Là, je me permets donc de prendre un dossier médical, donc il ne faut pas faire attention à tout cela. Donc, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on est occupé à travailler dessus. Donc, c'est un dossier médical informatisé. Vous voyez très bien, donc ici, il y a l'identité du patient, il y a l'identité du médecin traitant, il y a brièvement le dossier médical, les données médicales, les données médicales avec les médicaments, les antécédents médicaux, chirurgicaux, etc., les facteurs de risque, bien sûr les données patients ici, et puis après le protocole de soins, donc on peut créer un nouveau avec tout ce qu'on a envie de noter, les données biométriques, etc. Puis après, la feuille d'anesthésie, il y a les chiffres ici par défaut, mais on peut les changer donc à chaque fois avec début, fin, avec les incidents, les non-incidents, donc la sortie, c'est l'autorisé, etc., les traitements, l'attestation de soins, donc vous voyez très bien l'attestation de soins avec les chiffres ici, monétaires, etc., chiffrés, et puis les paiements s'il y a une caisse supplémentaire, les pièces jointes s'il y a donc des photos à joindre ou il y a des données de l'imagerie médicale à joindre, et bien sûr le réseau de santé fédéral auquel on peut se connecter. Donc une fois connecté, donc on a droit, on peut être autorisé à consulter toutes les données du patient qui soient faites, par exemple, dans d'autres institutions sanitaires. Aussi, au niveau du traitement, au moment où on va créer une ordonnance, l'ordonnance peut être informatisée. Il suffit de rédiger l'ordonnance et de l'envoyer directement au niveau de la pharmacie. Elle peut être consultée par n'importe quel pharmacien du pays. Il suffit donc de montrer sa carte d'identité, et on peut vous délivrer le médicament au niveau de la pharmacie. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais dire. Le système, la gestion du système d'information, je ne sais pas comment on peut arrêter oui, voilà le partage.
Voilà, je reviens à l'ennemi. Donc, ce que je voulais dire, la gestion de système d'information est très importante, d'autant plus qu'on est à la veille d'une réforme de la santé. C'est même pas une réforme, c'est une refonte de la santé. Que Sa Majesté a demandé, avec sa clairvoyance, on va y arriver au bout des années à venir. Donc, c'est un système qui se veut clairvoyant et spécifique à nos données, culturelles, à nos données géographiques, à nos données vraiment personnelles. Il faudrait qu'on ne fasse pas un copier-coller. Ce qu'on a au Maroc, il est spécifique au Marocain. Il ne faudrait pas qu'on fasse un copier-coller d'un système de santé autre que marocain, système belge ou système français ou que sais-je, anglais. Donc, il faut avoir une spécificité à nous. C'est une opportunité pour améliorer le système de santé en termes de la bonne gestion de qualité et de la bonne gestion de risque. Donc, en termes d'une bonne qualité et d'une bonne gestion de risque, parce que là, c'est très important, comme il a dit un de mes prédécesseurs, c'est pour réduire la morbidité et la mortalité et bien entendu les finances. C'est le nerf de la guerre afin de mieux gérer les finances qui sont liées aux soins de santé. Et je vous rends la parole et je vous remercie infiniment de cette opportunité. Voilà, à vous. Merci, Dr Qattar, pour ce témoignage, pour le partage de cette application qui a inspiré de nombreuses personnes parmi nous. Dr Pierre Simon nous a préparé un enregistrement pour répondre à notre question, donc nous allons le diffuser et ensuite ouvrirons le débat avant la pause déjeuner. J'ai oublié de vous montrer en fait ceci, parce que ça va donner, parce que tout à l'heure, on a parlé des statistiques. Alors, d'office, on peut avoir des statistiques par jour ou par année. Le top 10 des médecins traitants qui nous envoient, par exemple, ici. Ici, l'activité avec toutes les facturations, etc., les chiffres, vous voyez très bien. Donc, et voilà. Et je vous rends la parole. Désolé. Les aléas du direct, en attendant la réponse du docteur Pierre Simon à la question numéro 1 que nous lui avons posée. Et donc, comment impliquer les professionnels de santé dans la transformation numérique au sein des établissements, qu'ils soient publics ou privés. Alors, en attendant que la technique puisse réagir, nous pouvons peut-être prendre quelques questions. Et puis, moi, j'en ai une. On a parlé de partenariat public, je profite. On a parlé de partenariat public-privé tout à l'heure entre établissements de soins. Mais qu'en est-il de l'implication peut-être des industriels ou des startups dans un cadre de co-création? On a parlé de systèmes d'information artisanal ou fait maison, mais qu'en est-il de l'implication de ces acteurs qui sont des ingénieurs marocains qui travaillent au Maroc et qui cherchent aussi à s'exporter et qui s'exportent à l'étranger? Comment trouver une place et comment valoriser cette matière grise et être sur une co-création? Poser la question comme ça, de manière un petit peu naïve, on s'est dit, quand vous avez dit, donc aujourd'hui le Maroc est un grand exportateur de compétences en IT, en informatique, et il se trouve que finalement le Maroc est également l'un des pays où l'offre en informatique médicale est la plus réduite. Alors pourquoi ? Bon, tout simplement, il faut dire aussi que jusqu'à un certain temps, il n'y avait pas encore de prise de conscience par rapport à l'informatique médicale. Comme je vous ai dit également, la plupart des établissements de santé s'occupaient plus donc des versants financiers, etc., au détriment des aspects médicaux. Et en même temps, il y a une grande disparité, comme vous le savez, entre la pratique médicale du public et du privé. Et donc, le fait de mettre en place un système d'information, eh bien, il fallait absolument que ce système puisse jongler avec toutes les particularités. Donc déjà, ça explique ça. Le deuxième point, c'est aussi j'allais dire, l'offre qui est là, mais peut-être pas forcément la demande, ce qui directement ou indirectement va augmenter donc le coût de développement de ces différents systèmes. Et puis, le dernier problème que nous avons, et je pense que sincèrement on devrait s'y atteler tôt ou tard, c'est qu'il n'y a pas encore de labellisation des systèmes d'information au Maroc. Alors je m'explique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas bien sûr produire ou acheter un médicament qui n'est pas autorisé par le ministère de la Santé. Il en est de même des dispositifs médicaux. Or, aujourd'hui, et je pense que c'est sincèrement regrettable, dans un pays qui reconnaît d'ailleurs l'informatique médicale comme étant une spécialité médicale à part entière, aujourd'hui, on ne dispose pas encore de label pour les solutions informatiques en santé. Autrement dit, vous pouvez trouver un hôpital prestigieux du type CHU tournant avec des solutions développées, comme vous avez dit, de manière plus ou moins archaïque. Or, c'est de la donnée de santé qui est dedans,
Et je ne vous apprends rien en vous disant que si on se trompe par exemple d'identité, ça peut avoir des répercussions. Si on se trompe de posologie, ça peut avoir des répercussions fatales pour notre patient. Donc aujourd'hui, les systèmes d'information méritent, eux aussi, donc de passer sous la houlette, on va dire, du ministère de la Santé ou d'une agence, c'est ce que nous avons recommandé également, pour qu'ils aient un label. Et je pense que si demain, le ministère de la Santé ou n'importe quelle agence étatique disposant donc des droits et j'allais dire de l'autorité nécessaire et qu'elle promulgue le fait que ne peuvent être utilisés que certains logiciels ou certaines applications labellisées conformes à une cahier de charge nationale, là, croyez-moi, la demande y sera forcément par la force des choses, par la force de la loi et de la réglementation, et donc du coup, l'offre suivra, et ces ingénieurs que nous exportons aujourd'hui, ils auront tout intérêt à demeurer au Maroc pour développer. Voilà. Merci Excellent, excellent pour cette... Alors, il va y avoir des questions, mais peut-être qu'on va faire, du coup... On passe à la vidéo qui est prête. Le docteur Pierre Simon, qui peut-être en parlera passe d'ailleurs de cet aspect-là. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de ce deuxième colloque international sur la santé de m'avoir invité et de me permettre de communiquer à ce colloque. J'aurais préféré être bien sûr sur place à Rabat le 2 juillet pour saluer tous mes amis marocains avec qui j'ai pu travailler au cours des dernières années. Comment impliquer les équipes dans la transformation numérique des établissements de santé? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre maintenant. Je voudrais partir de deux exemples. Un premier exemple qui est une expérience personnelle, que je suis néphrologue, ancien praticien hospitalier, et j'ai développé un projet de télémédecine au début des années 2000, qui s'appelle la télédialyse. Ce sera le premier exemple. Le deuxième exemple sera un commentaire sur la période Covid que nous avons tous connue et qui a entraîné la mise en place de solutions de télémédecine de manière contrainte. Alors le premier exemple concerne la télédialyse. Alors qu'est-ce que c'est que la télédialyse? C'est organiser pour des patients insuffisants rénaux chroniques les séances de leur traitement 3 fois par semaine quand il s'agit d'hémodialyse ou chaque jour à domicile lorsqu'il s'agit de dialyse péritonéale. C'est organiser ces séances sous la surveillance des néphrologues qui sont dans le service de néphrologie de l'hôpital support, pour permettre ainsi aux patients qui doivent se déplacer 3 fois par semaine, notamment en hémodialyse, d'avoir la possibilité d'être suivis au cours de leur séance de dialyse, qui dure entre 4 heures et 5 heures à chaque séance, d'être suivis par le médecin néphrologue. Lorsque nous avons pensé à ce projet, c'était au début des années 2000, nous commencions à avoir accès à Internet grand public et nous voulions mettre en place ce projet sur la base bien sûr du consentement des patients et nous utilisions à l'époque des solutions numériques qui permettaient d'utiliser la vidéotransmission, qui était bien sûr une condition nécessaire pour pouvoir réaliser ces séances de télédialyse. Le projet était innovant à l'époque et il a fallu que nous travaillions pendant une année dans le service de néphrologie dialyse que je dirigeais, que nous avons dû travailler avec l'ensemble des professionnels de ce service, que ce soit les médecins, les infirmiers et infirmières, les aides-soignants, les agents hospitaliers et le service administratif, en particulier les secrétaires médicales. Donc nous avons réalisé ce qu'on appelle un conseil de service où toutes les professions étaient réunies
étaient représentées, puisqu'il y avait environ 90 personnes dans ce service, et nous avons défini ensemble les objectifs du projet. L'objectif principal étant l'amélioration de la vie sociale de ces patients dialysés, contraints auparavant de venir 3 fois par semaine, avec des levées très tôt le matin ou des séances de traitement qui étaient très tardives le soir, contraints de faire un déplacement, parfois d'une centaine de kilomètres, entre leur domicile et le centre de traitement. Donc le but était vraiment de déplacer les soins au plus proche du domicile ou au domicile des patients. Nous avons travaillé sur les conditions de réalisation, bien évidemment. Je ne rentrerai pas dans ces détails. Et nous avons mis en place ce projet en 2002 avec, bien sûr, le consentement de patients volontaires qui acceptaient de sortir du centre lourd et de réaliser leur traitement au plus proche de leur domicile ou à domicile, sous la surveillance médicale assurée par vidéotransmission et par notamment des téléconsultations en cours de séance. En fait, nous pensions que les personnes les plus âgées allaient être réticentes à cette nouvelle organisation. Ce ne fut pas le cas. Elles ont adhéré, je me rappelle, une personne âgée de 90 ans, qui était professeur de piano, qui était au plan cognitif tout à fait, en forme, et qui, 2 mois ou 3 mois après la mise en place de cette nouvelle organisation, est venue me voir et m'a dit « Écoutez, c'est formidable ce que vous avez fait, et je pense que la technologie numérique va permettre aujourd'hui de changer les conditions de prise en charge des patients insuffisants rénaux. » Donc, ce projet, construit avec l'ensemble des professionnels du service, a été un succès et se développe maintenant dans la plupart des centres de dialyse de l'Hexagone et à l'outre-mer. La conclusion, c'est que ce projet a été une réussite car il y a eu un consensus majoritaire, je ne dirais pas une unanimité, ça n'existe pas, mais un consensus majoritaire pour conduire à bien cet objectif. Le deuxième exemple concerne la période Covid. Alors c'est une période, c'est un exemple, je dirais, particulier, puisque les professionnels de santé des établissements de santé ont été contraints de mettre en place des solutions de télémédecine, de téléconsultation, sans avoir réfléchi préalablement à l'organisation nouvelle que ça nécessitait. Et ils ont bien sûr été aidés par les directions des systèmes d'information des établissements de santé, mais ils ont été contraints, disons, de pratiquer des téléconsultations. Ils n'ont pas adhéré à cette solution, ils ont été véritablement contraints. Et donc, au terme de cette période pandémique, nous avons eu des témoignages de professionnels de santé médicaux qui nous ont dit « Vous savez, plus jamais ça, j'accepte d'avoir fait ça pendant la période de pandémie et je pense que c'est une médecine dégradée et que je ne souhaiterais pas continuer à faire de telles pratiques, en particulier de téléconsultation. » Et il y avait par contre un groupe qu'on évalue à 20% des professionnels de santé qui ont été séduits par cette nouvelle organisation et qui ont accepté de la poursuivre en recevant une formation pour consolider les bonnes pratiques. Et donc la leçon que nous tirons de cette période de la pandémie, c'est que d'une part, développer la télémédecine sans travailler préalablement sur un projet, ce n'est pas un gage de succès, hein, donc il faut véritablement construire un projet avec l'ensemble des acteurs et des équipes pour penser réussir, disons, une organisation innovante. Et d'autre part,
tous les acteurs ne sont pas, disons, attirés par les solutions à distance et il ne faut pas obliger des acteurs qui n'acceptent pas de faire de la télémédecine, les obliger à la pratiquer. Et enfin, une troisième remarque, c'est que la formation à la télémédecine m'apparaît totalement nécessaire parce que on ne peut pas inventer personnellement une pratique à distance. Il y a des bonnes pratiques à suivre, bonnes pratiques qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé, et il est important que les professionnels de santé suivent ces bonnes pratiques. Donc la formation est absolument essentielle pour réussir un programme de télémédecine, et tous les membres d'une équipe doivent participer à cette formation. De pouvoir s'exprimer, mais évidemment, donc il a donné évidemment une photographie de l'impérieuse nécessité de développer la télémédecine dans toutes ses dimensions, et avec la nécessité d'une acculturation collective, patients, professionnels, mais également les acteurs de santé dans le contexte évidemment de la transformation de notre système de santé en France et à l'international. Alors de nombreuses questions. De nombreuses, j'en ai reçu en ligne au sujet de la formation justement. Oui. Et je m'adresserai au professeur Daoudi peut-être dans un premier temps. Quel partenariat entre la santé, les établissements de santé et l'enseignement, ou plutôt peut-être entre les deux ministères, entre le ministère de l'Enseignement et le ministère de la Santé, pour développer des compétences, que ce soit en numérique ou autre, et valoriser ces synergies. Est-ce que vous nous recevez bien, professeur Daoudi? Finances, il ne faut pas oublier également le ministère des Finances, surtout. Donc, moi, je réponds très simplement à cette question, mais j'ouvre une parenthèse. Je pense que la digitalisation ou la numérisation des hôpitaux n'est pas uniquement les systèmes de santé, n'est pas uniquement le système d'information hospitalier. Et le système d'information hospitalier n'est pas le dossier médical, hein, parce qu'il y a plusieurs intervenants. La numérisation passe également par tout ce qui est technique au niveau d'un hôpital. On parle de la GTC, la gestion technique centralisée. À un point donné, je suis au bloc, j'opère, et puis il y a un problème de chauffage dans la salle. L'alerte, traditionnellement, est donnée par le major du service, par le chirurgien, alors que l'ingénieur biomédical devrait avoir une alerte sur son téléphone ou sur son ordinateur pour qu'il puisse intervenir dans les meilleurs des délais. Donc, et puis il y a une chose qui est assez importante, c'est qu'actuellement, le ministère de la Santé, on l'a oublié, je pense de le signer depuis tout à l'heure, c'est que le ministère de la Santé, actuellement, c'est la véritable locomotive du système d'information hospitalier, parce qu'il a pu acquérir un système d'information pour tous les hôpitaux du Maroc, et c'est les CHU chacun dans sa région qui va l'instaurer, et qui va, on va dire par la suite, c'est les régions qui vont interconnecter, et ainsi un malade qui viendra de Dakhla à Oujda, on n'aura pas envoyé son dossier papier et tout, mais on l'aura sur le système. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en train de changer. Pour répondre à votre question sur comment faire, je pense que cet échange entre les ministères, il existe déjà. Et je pense que ça passera peut-être par introduire l'informatique médicale, bien sûr, qui concernera peut-être les médecins, mais c'est des matières qui doivent être enseignées à tous les intervenants au niveau d'un hôpital. Un ingénieur peut être formé au meilleur système informatique. Lorsqu'il est atterri dans un hôpital, il va pas trop savoir à quoi il a affaire, hein. Il ne sait pas voilà, c'est quoi un dispositif médical, c'est quoi une consultation, c'est quoi une chimiothérapie, tout. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on parte vers des échanges, vers des formations spécialisées sur les différentes catégories qui peuvent intervenir. C'est les métiers de santé, en fait. Donc, qui doivent être spécialisés pour permettre d'intégrer des hôpitaux et pour gagner un petit peu sur le temps, sur l'homogénéisation des différentes équipes. Vous avez parlé du ministère de la Santé, du ministère de l'Enseignement supérieur. Je pense qu'il faut également, bien sûr, inclure le ministère du Budget, le ministère des Finances, parce que c'est des investissements qui sont coûteux au début, mais qui font gagner beaucoup de choses par la suite. On a oublié tout à l'heure de dire que ces systèmes d'information hospitaliers, ou bien cette numérisation, elle est génératrice d'informations
hein, de ce qu'on appelle le big data actuellement, et pas uniquement médical, pas pour les soignants, mais pour les gestionnaires, pour comprendre certaines pathologies, certaines prises en charge, comment améliorer et être efficient au niveau des hôpitaux. Et ce big data posera également des problèmes de sécurité. Hein. Et il faut savoir, il faut qu'on en parle, hein, c'est la sécurité des données personnelles et notamment d'un dossier de patient. Un patient, si jamais on est sur notre hôpital et puis qu'on gère le dossier, demain, on ne veut pas qu'on se retrouve avec un patient qui nous ramène son dossier pour nous dire « j'ai trouvé ça sur un réseau social et tout ». Donc, cette sécurité est également très importante. Mais la coordination entre les différents ministères, l'enseignement supérieur et tout, il faut créer des formations spécialisées dédiées au métier de la santé. Je pense que certaines expériences sont actuellement de mise dans certaines universités publiques et privées de notre pays. Et je pense qu'il faut les généraliser parce que le besoin il est très, très important en matière de formation dans les métiers de santé. Voilà. Merci. Parce qu'il y a la GTC, la GTB, l'hypervision aussi, parce qu'on a la tour de contrôle à l'aéroport, mais pas à l'hôpital. Donc, c'est aussi une orientation à prendre. Merci beaucoup. Merci. Docteur Marat, on prend des questions. On prend les questions, oui. parce qu'effectivement, parce qu'après, il faut déjeuner. Exactement. Ah oui, quand même. Alors, plusieurs questions. Alors question de professeur Alaoui, voilà. Qui a lancé le premier DU en télémédecine au Maroc et qui a eu aussi l'occasion de collaborer avec Pierre Simon, qui vous passe le bonjour d'ailleurs, qui vous apprécie particulièrement. Je vous donne le mien. On va vous donner le micro tout de suite. Il est en train de... Voilà. Merci beaucoup, Nada, pour cette introduction. Donc, je n'aurais pas pu laisser passer ce passage du professeur Simon, qui est notre parrain au niveau du Maroc de l'essor de la télémédecine et ce qu'elle est actuellement. Je remercie aussi le docteur Chachou Assad, avec lequel j'ai eu vraiment l'occasion de travailler, le plaisir avec le DX Care qu'on a installé à l'hôpital Cheikh Khalifa. Et donc, à travers ça, j'avais quelques questionnements et aussi quelques points importants à soulever. Par rapport au dossier médical partagé, et là aussi, je pose la question à Dr Mouine, qu'est-ce que vous pensez du temps réservé aux médecins, puisque le médecin, actuellement, nous sommes en pénurie de médecins. Il y a devant la porte du cabinet, enfin, ou de la consultation, 20 à 30 patients qui attendent. Moi, j'ai vu ça. Actuellement, le médecin, même en France, il prend plus de temps à écrire les données sur ordinateur que de toucher le malade. Moi, j'ai assisté à des consultations où le médecin examine 2 minutes le patient, mais écrit sur l'ordinateur pendant 15 minutes. Donc, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à quelque chose de plus labile pour laisser le médecin est un professionnel qui analyse, qui examine et qui traite. Il soigne d'abord. Il n'est pas devant un ordinateur. Il faut essayer de compulser ça. Moi, je suis tout à fait pour le SIH, vous le savez très bien, le dossier médical partagé, tout ça, c'est une nécessité, mais il ne faut pas oublier le rôle du médecin. Le médecin, c'est le seul qui peut soigner, qui peut analyser, qui peut examiner. Donc, il lui faut le temps pour ça. Deuxièmement, concernant, et là je profite de la présence de nos amis africains de l'Afrique subsaharienne et des pays frères, avec le professeur Simon, nous avons développé un groupe qui est un groupe africain francophone de santé numérique qui est en train d'élaborer certains projets et certains pays sont très avancés. Il faut qu'on prenne aussi, avec la coopération sud-sud, qu'on prenne aussi exemple de certaines pratiques de télémédecine qui ont réussi. Par exemple, le M-diabète au Sénégal, par exemple, la télécardiologie en Côte d'Ivoire, ça a très bien marché pour le suivi du TPI-INR chez les patients sous anticoagulants. Et ils ont vraiment très bien, ça a très bien marché en Côte d'Ivoire et aussi dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Donc il faudrait qu'on en profite, d'autant plus que la digitalisation
est très présente chez eux sur la monnaie par téléphone, etc. Ça marche très très bien et donc on pourrait utiliser ça à d'autres fins. Ensuite, concernant toujours le médecin, c'est pas lui qui doit être à côté de la manette. La manette, c'est un outil où avec un technicien, il peut mettre, le médecin, on le laisse pour l'analyse. On ne va pas perdre encore un médecin pour le mettre à côté d'une machine. La machine, elle peut être utilisée par n'importe quel technicien, un bac+2 qui peut bien, ou bien un aide-soignant, ou quoi, même pas un infirmier, un aide-soignant. Parce que l'infirmier, le médecin, on en a besoin ailleurs. Et donc, la collecte des données, elle se fait par un auxiliaire de santé, et l'analyse et la téléexpertise, elle se fait par un professionnel, un médecin. Merci. Merci beaucoup. Vous voulez réagir? Merci beaucoup, madame, pour votre excellente intervention. Vous avez entièrement raison. Le médecin doit garder son rôle de bon praticien clinicien. Ça, c'est très important. Alors, dans notre pratique courante, pour l'informatisation des dossiers médicaux, ça se fait au fur et à mesure. Nous, c'est un service d'hospitalisation. Quand on fait une admission de patient, donc on prend le temps de l'examiner, de faire les explorations médicales et paramédicales, les explorations cliniques, biologiques, échocardiographiques. C'est toujours la pratique clinique. Alors pour l'observation médicale de sortie, ça se fait en dernier lieu. Et on appelle la secrétaire pour la rédaction. Donc le médecin, il est là pour la pratique médicale à 100%. Il va corriger l'observation, donc faire les petites corrections, et c'est bon. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part aussi, vous avez parlé de la manette. Oui, effectivement. Donc, on a 3 centres. Tqsbet-Tadla, Ouarzazat et Ben Guerir. C'est là où il y a les manettes. Pour ces manettes, il y a eu une formation spécialisée pour les gens qui vont l'utiliser. Et c'est les aides-soignants et les infirmiers qui utilisent la manette. Le médecin, il est là toujours auprès du patient, à son écoute, à l'interrogatoire, à l'examen clinique complet. Et c'est l'infirmier ou l'aide-soignant qui va faire le CG. Et c'est lui qui va prendre les constantes hémodynamiques, la pression artérielle, la saturation, la température. Donc c'est l'aide-soignant et l'infirmier qui fait ce travail. Ça veut dire que cette santé connectée, elle ne va pas éliminer le rôle du clinicien. Du tout. Nous, on est toujours auprès de notre patient, on prend notre temps complet dans sa prise en charge optimale, clinique et paraclinique, mais on a du personnel qui nous aide dans l'informatisation et dans les autres, pour l'usage des moyens. Donc voilà. Merci professeur, déjà votre question également. Donc je tiens à vous remercier et ça me réjouit toujours donc de vous rencontrer donc au vu de notre collaboration antérieure et j'espère inchallah qu'elle va être continuer dans le temps. Alors pour votre première intervention, effectivement, l'un des critères de qualité d'un bon système d'information, c'est bien sûr son ergonomie. Et bien sûr sa facilité d'utilisation. Et comme vous le savez, d'ailleurs, professeur Harif, en fait, le répétait toujours, il disait que, par exemple, l'acquisition d'un système d'information SPIA, c'est comme un mariage catholique, c'est pour la vie. Donc autant choisir la bonne épouse. Et il a raison parce qu'en fait, quand on choisit un système d'information, effectivement, il faut être sûr qu'il correspond à nos besoins. Nous, par exemple, au même titre que la plupart d'entre nous, je pense, on souffre lorsqu'on importe un produit de l'étranger et lorsqu'on veut l'adapter tant bien que mal à la réalité marocaine parce que de toute façon, ne nous voilons pas la face, ce sont des produits conçus pour un autre mindset, ils ne sont pas forcément adaptés au marché national en tant que tel. Il y a toujours une étape d'adaptation et des fois, cette adaptation peut être encore plus délicate qu'un développement de nouveau. Alors, donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs alternatives. Il y a la possibilité, bien sûr, de la reconnaissance vocale, la dictée vocale que nous utilisons aujourd'hui au niveau du bloc opératoire et qui marche très très bien. Et il faut savoir également qu'avec les dernières avancées en termes de reconnaissance vocale, aujourd'hui, on commence même à avoir des dictionnaires spécialisés. Aujourd'hui, on arrive par exemple en service d'anapath, avec des termes très barbants pour le commun des mortels, à dicter des termes qui sont correctement retranscrits par la reconnaissance vocale. Il y a aussi la possibilité, comme vous l'avez dit professeur une fois, je me rappelle très bien, la possibilité d'avoir recours à des secrétaires médicales. Mais là, j'ouvre une grande parenthèse pour dire, est-ce que nous avons des secrétaires médicales ou pas? Parce que prendre une secrétaire et l'affecter à un hôpital et dire que c'est une secrétaire médicale, c'est pas le cas. Il faut former des gens qui sont à l'aise avec le discours médical, avec nos jargons, avec nos habitudes, avec nos abréviations, avec notre façon de faire. Et c'est ces secrétaires-là qui peuvent aujourd'hui prendre le relais pour pouvoir rédiger, non pas à la place du médecin, mais pour le soulager de quelques tâches. Le dernier point, vous avez parlé de la télémédecine, je suis tout à fait d'accord avec vous. Avec mon autre casquette de directeur de la Société marocaine de télémédecine, vous savez, aujourd'hui,
Pardon. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine de sites qui sont autour, qui sont un petit peu partout au niveau de la nation, et des téléconsultations sont assurées par nos médecins relevant de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Alors justement, au début du projet, on avait fait un POC, un Proof of Concept, on voulait vérifier est-ce que le projet de télémédecine allait ou pas aboutir au Maroc. Pourquoi? Parce qu'un simple copier-coller n'est pas garant d'un succès. Ce qui marche en Inde et en Chine ou en Russie n'est pas forcément, j'allais dire, translate directement ici chez nous. Alors, nous avons été prudents et nous avons voulu expérimenter les deux systèmes. La téléconsultation, ça veut dire un médecin d'un côté et le patient de l'autre, et la téléexpertise, donc le médecin spécialiste ou expert d'un côté et le généraliste de l'autre. Eh bien, tenez-vous bien, là où nous avons expérimenté la téléexpertise, ça n'a pas du tout marché. Pour les raisons que vous avez évoquées, à quoi sert de faire appel à un spécialiste lorsque déjà nous n'avons rien ou lorsque nous avons au contraire un médecin qui est sur place, qui a toutes les compétences pour pouvoir drainer au moins les problèmes les plus basiques. Et donc la téléexpertise a été un échec cuisant, mais je ne vais pas dire ça que ça a été un échec, mais plutôt c'était une preuve qu'il fallait surtout, comme vous l'avez dit, faire plus de la téléconsultation lorsque nous n'avons rien du tout. Par contre, l'expérience de nos amis donc, des Forces armées royales a été très illustratif donc du succès. Pourquoi? Bon, il y avait la rigueur, j'imagine, et il y avait aussi le fait que ça permettait d'éviter un certain nombre de déplacements jugés inutiles. Lorsque vous faites venir quelqu'un d'une ville à une autre, vous le privez de son environnement de travail, vous le privez de sa famille, vous engagez des dépenses supplémentaires en termes de transport, ça coûte cher à l'établissement en termes d'absentéisme, donc il y a beaucoup de problèmes. Mais par contre, avec la télémédecine, qu'elle soit en téléexpertise ou en téléconsultation, vous résolvez énormément de problèmes, pas tous bien entendu, mais une majorité. Je vous remercie encore une fois de votre question, professeur. Merci beaucoup. Donc, on va prendre encore deux, trois questions. Docteur, Alors, monsieur, synthétique, voilà. Ou une après, on pourra profiter aussi voilà. de la pause déjeuner Oui. pour nos deux intervenants qui restent là. Alors, une observation, Oui, une remarque ou une question? Est-ce que c'est une observation? Synthétique. On privilégie les questions, s'il vous plaît, et après on pourra échanger. Docteur Ben-Mansour, s'il vous plaît. On va essayer de donner la parole aux personnes qui n'ont pas posé de questions. Alors, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit depuis très longtemps. J'ai à peu près 30 à 35 ans d'hôpital en tant que médecin, que directeur d'hôpital, etc. Et donc, la problématique qu'on a aujourd'hui est que finalement, la révolution numérique, elle a eu lieu, elle se poursuit, certes, mais elle a eu lieu. Et on sait tous aujourd'hui qu'on ne peut pas se passer de l'information et dans tous les domaines de la santé. Et là, je voudrais avoir l'avis des experts que vous êtes sur, je dirais, la difficulté qu'on a déjà à avoir un système intégré, un système informatique suffisamment fiable, suffisamment pérenne dans le temps, etc. Parce que là aussi, c'est une question qui se pose, ce d'autant que la technologie et le progrès médical ne s'arrêtent pas, qu'ils se poursuivent. Donc il y a ce premier élément. Le deuxième élément, c'est comment peut-on là aussi construire dans la durée toutes les formations nécessaires à l'accompagnement de l'évolution du système d'information. Et le troisième, mais c'est pas l'un des moindres, c'est comment en assumer les coûts financiers, même si quelque part, vous avez peut-être une réflexion sur le fait qu'aujourd'hui, l'informatique peut coûter moins cher qu'il ne coûtait avant du fait de l'avènement des plateformes, etc. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a un coût qui peut être éventuellement compensé par, je dirais, les data, les données, les bases de données qu'on peut revendre, etc., qu'on peut monnayer, en sachant que là aussi, il est plus facile de s'attaquer à des éléments administratifs, financiers, facturation, etc., qu'à un dossier médical. Et là, on a bien vu la réticence des confrères lorsque le système d'information est arrivé dans l'hôpital. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez passer le micro à Dr Diori derrière vous, qui a une question aussi à poser? Non, c'est ça? Ah oui, ben juste à côté alors, docteur Moutet. Parce que, oui, les exigences en matière d'informatisation, de digitalisation, ce n'est pas uniquement des exigences, je dirais, matérielles, c'est aussi humaine. Il ne faut pas attendre jusqu'à être médecin pour commencer à s'inscrire dans l'informatique. Et heureusement que maintenant,
le ministère actuel de l'enseignement supérieur a fait sortir une réforme à travers laquelle il sera exigé à la fin de chaque processus au niveau de l'université demander des compétences. Compétences d'abord linguistiques, compétences informatiques pour tout le monde. À ce moment-là, les gens vont arriver bien préparés donc, pour s'inscrire dans cette digitalisation qui a, comme tu as dit, a déjà commencé. Oui, Voilà, merci. À la même occasion, je tiens à remercier Monsieur le Général Mouten, qui était à l'époque, en 2015, Monsieur l'inspecteur de la santé militaire. Et donc, c'était un choix. Donc, j'ai eu la réflexion de vouloir partir en Belgique pour faire la réadaptation cardiaque. D'ailleurs, c'est une première au Maroc. On est le seul service actuellement. On travaille depuis 4 ans. On a pu faire beaucoup de choses. On a pu aider nos patients insuffisants cardiaques, coronariens, valvulaires. Et c'est grâce au général que j'ai pu partir pendant 1 année à l'hôpital Erasme en Belgique pour acquérir cette formation. Et de là viennent des idées, beaucoup de choses. Donc c'est l'idée de la téléréadaptation cardiaque, qui est aussi une nouveauté, qui a pris de l'essor dans la pandémie Covid-19. Donc c'est un truc aussi nouveau. Et vraiment, c'était vraiment très, très utile. Et merci beaucoup. Super, merci. Merci professeur. Donc je réagis peut-être à la question. Oui, s'il vous plaît, et après on redonnera Bien la sûr. parole à Alors, professeur donc, Daoudi. docteur ici présent, donc, elle nous a parlé un petit peu du problème de la pérennité. Oui. Et justement, c'est très très important et je vous remercie de cette question. Vous savez, on ne peut pas mettre effectivement aujourd'hui l'avenir d'un établissement de santé entre les mains, j'allais dire, d'une petite société ou d'un petit groupe de développeurs qui n'ont pas vraiment de vision ni de sécurité ni de pérennité au long terme. C'est déjà arrivé pour des cliniques confrères. C'est déjà arrivé pour des amis à moi qui ont eu leur petite structure, qui ont fait appel à des développeurs lambda et qui m'appellent un jour en catastrophe pour me dire voilà, le monsieur a émigré au Canada ou qu'il est décédé ou qu'il n'est plus de ce monde ou qu'il ne veut plus le faire et qu'est-ce que je fais de mes données? Et donc là, ce problème de pérennité se pose réellement. J'ai dû intervenir avec du rétro-engineering et tout, et encore, Dieu sait si j'ai vraiment tout extrait ou pas. Alors pourquoi je vous parle de ça? Effectivement, je tiens à le partager avec tout le monde, parce que là encore, ça rejoint l'idée du label dont on a parlé tout à l'heure. On ne conduit pas une voiture qu'on a développée dans un garage. On attend qu'elle soit homologuée, n'est-ce pas, par le service d'homologation donc du ministère des Transports. La même chose pour les médicaments qui doivent être agréés par de la DMP, etc. Donc c'est la même histoire. Pour moi, la pérennité, c'est un véritable point, donc j'allais dire, de vigilance. Une des solutions, ce serait aussi, peut-être, comme vous l'avez dit, il y a un problème de financement. C'est-à-dire aujourd'hui, si demain, moi, par exemple, j'ai une petite clinique ou une structure de santé et je suis conscient du rôle de l'informatique médicale, mais peut-être que je n'ai pas les moyens, parce qu'en fait, le gros de mes moyens part pour équiper en ligne, avoir du matériel, etc. Alors, une des solutions qu'on pourrait avoir, à l'instar de quelques pays comme la France, qui peuvent offrir des subventions, c'est peut-être ça. On peut, par exemple, offrir des subventions à des établissements en contrepartie de leur digitalisation, parce que, comme vous l'avez dit, finalement, in fine, ça revient moins cher. Vous savez, aujourd'hui, la non-qualité a aussi un prix. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous allez au supermarché, que vous payez en liquide, ça coûte plus cher que payer par carte bancaire, parce que ce sont des frais derrière. Mais la même chose, quand vous utilisez du papier, derrière, il y a des efforts de ressaisie, il y a du consommable, il faut le conserver, il y a de l'archivage derrière qui vous attend, des conditions donc, de température, d'hygrométrie à gérer, etc. Autre chose, moi je pense que l'open source, quoique je pense que tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais aujourd'hui, il a d'excellents atouts. L'open source, en fait, ce sont des logiciels gratuits et tout, mais je n'y crois pas à 100%. Pourquoi? Parce que, là encore, c'est la question surtout de la propriété intellectuelle et aussi le fait de devoir l'adapter au contexte local. Mais ça, c'est un appel que je lance en fait à ceux qui sont présents avec nous. Il y a quelques années, dans une vie antérieure, quand j'étais encore au CHU de Rabat, eh bien, le directeur général à l'époque avait lancé un appel à tous ses confrères des CHU en leur disant « Est-ce qu'il ne serait pas temps que tous les CHU nationaux travaillent de concert pour la mise en place d'un système d'information national ?» Malheureusement, il n'y avait pas trop de réponse à l'appel, non pas de mauvaise foi, mais tout simplement parce que chacun avait déjà investi et ce serait difficile de faire marche arrière, surtout quand on sait le prix d'un système d'information. On parle de chiffres à plusieurs zéros. Donc une solution aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'au niveau national, on puisse avoir une offre nationale qui puisse être mise à la disposition, soit gratuitement, soit avec de nouveaux possibilités, comme le SaaS, donc le Software as a Service. On peut payer par abonnement, on peut payer par nombre de patients enregistrés, etc. Et de l'imposer progressivement. Moi, je pense que c'est une excellente solution. Mais de là, effectivement, à développer des petites choses comme ça et mettre en péril son édifice informatique, je pense que là, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est très risqué.
Merci beaucoup. Je propose de conclure avant de passer parce que les questions sont immenses, mais je vous invite à échanger pendant la pause parce que vous restez là. Un mot de conclusion, professeur Daoudi et nos invités. S'il avait un message à passer, c'est qu'il faudrait, il y a une nécessité de se réinventer pour accompagner le personnel de nos structures hospitalières, le personnel, chaque catégorie particulière. Donc, il faudrait s'adapter à ses besoins. Et puis, la deuxième des choses, il faut savoir quand même en France et dans les autres pays, au Maroc et tout, pas mal d'expériences d'informatisation, de numérisation du système d'information ont échoué. Malgré, on va dire, tous les budgets qui ont été alloués, je pense qu'il faut prendre le temps maintenant de connecter les cerveaux, hein, vraiment les cerveaux des différents intervenants. Hein. Le système d'information et l'informatique en train de se démocratiser. Il n'y a pas un système plus fort ou meilleur que l'autre, mais je pense qu'il faudrait que toutes les équipes apprennent à travailler ensemble. Il faut surtout ne pas oublier, je conclue sur ça, que la pyramide d'âge au niveau de nos structures hospitalières, elle est en train de changer. Actuellement, nous avons un grand pourcentage de médecins, d'informaticiens, d'infirmiers qui sont jeunes. Et je pense que l'outil informatique ne leur pose pas de problème. Je pense qu'il faut faire un travail de communication, de team building pour que les gens puissent savoir que c'est un système qui est fait pour les aider à travailler et pour qu'il apporte de meilleures conditions de travail, pas pour les alourdir en matière de temps. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et je vous remercie encore une fois pour ce colloque et d'avoir invité. Merci. Merci. En tout cas, aussi pour conclure, je voudrais rappeler 2 points. Tout d'abord, en termes de pratique hospitalière, il ne faut pas être schizophrène. On ne peut pas demander à nos médecins de saisir sur l'informatique en continuant à leur imprimer des dossiers patients papier, n'est-ce pas? Donc là encore, il y a une décision à prendre. Il faut que la stratégie de l'établissement soit claire. Et en même temps, c'est aussi un appel aux organisations d'assurance maladie, aux mutuelles, parce que quand bien même vous seriez dématérialisé de bout en bout au sein d'un hôpital, arrivera l'étape où vous devrez réimprimer pour envoyer les dossiers de justificatifs, etc. Donc là encore, la dématérialisation du flux de bout en bout est une condition sine qua non si on veut réussir. Et un dernier point pour conclure, parce que ce sont des choses qui reviennent énormément, c'est la sécurité. Arrêtons de croire que l'informatique est moins sécurisée que le papier. En général, lorsqu'on veut imposer l'informatique, ceux qui sont de mauvais foi, malheureusement, il y en a toujours, malheureusement, ils vont brandir j'allais dire le panneau en disant « Attendez, il y a risque d'intrusion ». Oui, mais quand vous avez un dossier patient papier déposé sur une table, n'importe qui peut le voir, n'importe qui peut le prendre en photo, alors qu'avec un système d'information, il faut comme des logins mots de passe, il y a la possibilité de loguer, de tracer les accès, etc. Donc voilà, c'était juste un petit message pour conclure sur cet aspect. Voilà. Conclusion, professeur Moyenne. Alors, de même, donc, je mets le point sur 3 éléments importants pour l'informatique médicale et la digitalisation. Donc, il faut d'abord former les gens, personnel soignant, médical et paramédical. Il faut les responsabiliser et surtout les motiver. Donc, la motivation, elle est très importante pour que les gens adhèrent. S'il n'y a pas de motivation, on ne va pas évoluer, sincèrement. Absolument. Donc, il faut qu'on soit motivés tous et motiver les gens avec nous. Alors, nous sommes tous motivés ici de nous réunir un samedi. Alors, je vous invite, merci beaucoup d'abord à nos invités. Bien fort. Merci beaucoup pour ces interventions très passionnantes parce qu'on peut encore y passer des heures. Je vous invite à vous orienter vers l'espace de restauration. Nous partagerons un moment de convivialité et nous reprenons à 14h30 heure marocaine, je l'espère. À tout à l'heure. Voilà.